Bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre avec 5 auteurs et autrices de la toute nouvelle maison d'édition La Partie. Ils vont vous parler de leur première parution dans ce catalogue. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, nous aurons Bastien Contraire pour Dinosaure, Anne-Margot Ramstein pour nous parler de La Perle qu'elle a signée avec Mathias Harregui, Ramona Badescu et Lorraine Capelli pour Il faudra, et Beatrice Alemagna pour Adieu Blanche-Neige. Alors, la maison d'édition La Partie, c'est une équipe soudée de 4 membres, 4 professionnels, fondatrices et fondamentales, Béatrice Vincent et Camille Vasseur, éditrices, Charlotte Botrel qui s'occupe des droits étrangers et Fanny Vergne de la communication. Elles ont travaillé ensemble chez Albin Michel Jeunesse et pour certaines, c'est une collaboration de longue date. Leurs projets ont convergé vers une même vision de l'avenir du livre, de ses évolutions, de ses choix éditoriaux et de l'absolue priorité donnée à la création. Béatrice Vincent, et c'est moi qui vous le dis et j'y tiens, l'une des très grandes éditrices d'albums, dont le travail est d'ailleurs pleinement reconnu à l'international. Cela fait 20 ans qu'elle édite et au sein du label Trapèze ces toutes dernières années, les livres des auteurs et des illustrateurs les plus créatifs que compte l'album jeunesse contemporain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un grand éditeur d'albums? Ça veut dire connaître les lieux de la création, quel qu'en soit le domaine, illustration, graphisme, bande dessinée, les talents émergents, connaître aussi et repérer les talents émergents pour les accompagner le moment venu vers une publication. C'est aussi connaître les éditeurs du monde entier, repérer ceux qui vont partager une vision commune du livre et construire des collaborations parfois indispensables à l'économie d'une fabrication complexe. C'est surtout considérer le livre comme un tout qui implique un travail aussi monumental que minutieux sur l'objet et parfois dès la toute première idée du créateur formulée ou esquissée pour envisager les possibles ou alors les contraintes et donner corps, matière à cette idée. Cela implique de donner les moyens et du temps aux auteurs pour construire toute la dimension, donner toute leur dimension à leur projet en termes de pagination, en termes de format, de qualité, de matériaux. La Partie, c'est une maison configurée pour son projet et pas seulement à taille humaine, mais à taille livre, un fonctionnement pleinement accordé à la politique éditoriale, à savoir accompagner des projets inattendus, profondément singuliers, entremêlant les formes, les genres, les registres, parce que les auteurs n'ont de cesse de réinventer l'album depuis les quelques 175 ans qu'il existe. La Partie est un catalogue d'auteurs au sens profond et large du terme, incluant bien entendu les illustrateurs, car nous allons voir avec eux à quel point ceux-ci sont également auteurs par leur manière d'envisager toutes les dimensions narratives, poétiques et puis bien naturellement esthétiques de l'album. Alors, l'identité visuelle d'une maison est en quelque sorte la partie pour le tout. Et c'est à Bastien Contraire que l'on doit notamment cette identité visuelle. Il va immédiatement nous rejoindre, j'en suis convaincue. Bravo. Alors Bastien Contraire, à qui a été confié le soin de créer cette identité visuelle, Bastien Contraire que vous connaissez pour être l'auteur illustrateur d'une série d'albums Les Intrus, paru au label Trapèze. Et dans les notices biographiques qui le concernent, il est souvent dit qu'il est sans formation particulière. Mais Bastien, vous travaillez beaucoup avec vos
pairs, P-A-I-R-S, par exemple, dans le milieu du graphisme. Alors, comment avez-vous pris cette mission? Comment avez-vous conçu ce logo? Selon les articles nombreux déjà consacrés à la maison d'édition, ce logo est qualifié, alors je vais le réafficher, hein, de roue de la fortune ou de camembert de Trivial Poursuite. Oui, les commentaires vont bon train. Vous, comment l'avez-vous, voilà, où est la vérité et comment l'avez-vous conçue? Alors, j'ai d'abord pris cette proposition comme un beau cadeau parce que j'avais jamais eu l'occasion de créer l'identité graphique pour quoi que ce soit. Et donc, assez vite, je me suis dit que la partie, c'était un mot polysémique qui avait plein de sens différents. Et donc, à partir de là, j'avais pas envie de faire un logo qui enferme le sens en une seule image. Et donc, j'ai plutôt imaginé cette espèce de roue qui peut se décliner après aussi sous forme de différents modules et peut-être de garder aussi le sens ludique du mot la partie et que du coup, bah, ce soit un jeu aussi auquel je vais m'amuser puisque de livre en livre, je vais animer aussi ce logo ou selon pour habiller un stand, pour communiquer, en fait, que cette roue puisse se démonter, se remonter et qu'on puisse comme ça jouer continuellement avec. Oui, donc on a là sous les yeux quelques exemples, alors uniquement en noir et blanc, mais les jeux de couleurs aussi, quasiment aléatoires. Alors, est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que c'est tout à fait déterminé, peuvent bouger, évoluer d'un livre à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a l'identité visuelle et le logo de la maison, mais il y a aussi très simplement le logo qu'on appose sur une couverture. Et ça, c'est vous qui vous en chargez chaque fois de manière singulière. Oui, alors en fait, pour chaque livre, j'essaie de proposer une déclinaison et aussi une variation colorée du logo qui soit adaptée à chaque livre. J'avais un peu la pression en faisant cette identité graphique parce que je me suis dit que Béatrice allait travailler et Camille, et enfin toute l'équipe de la partie, allait travailler avec plein de gens hyper talentueux, des coloristes formidables. Et donc, du coup, si je mettais quelque chose qui allait être une empreinte trop forte, ils allaient le prendre comme une contrainte sur leur belle création. Et donc, du coup, j'avais envie que ce soit plutôt quelque chose qui puisse dialoguer avec chaque livre de manière différente. Alors, ça dialogue, hein, ça dialogue de manière très astucieuse, par exemple avec le Vert vert de Bruno Gibert, qui met en scène un ver aux yeux verrons, au regard verron. Je vous laisse expliquer vos choix, du coup, de clin d'œil avec cette histoire simplement dans le logo. Je sais Bah, pas si on voit ouais, sûrement la petite flèche, hein, donc je voilà, pointe. donc le logo sur chaque livre, il est à la fois sur la tranche du livre, sur le dos du livre en bas, d'une manière un peu ramassée, et puis en plus gros sur la quatrième de couverture. Et donc, du coup, pour le vert vert, c'est le dialogue est venu assez immédiatement avec l'idée qu'évidemment, on allait décliner le logo comme ça en long, un petit peu comme un verre lui-même. Et comme le vert vert de Bruno Gibert a les yeux verrons, un œil rouge, un œil bleu, eh bien, assez vite, on a décidé que le dos du livre, il aurait justement un petit point rouge et donc sur la quatrième de couverture, un petit point bleu. Voilà, comme une espèce de petit clin d'œil au contenu du livre. Voilà, et puis on voit avec nous les émotions que le logo peut aussi prendre la forme d'un personnage ou revenir à sa roue. Et là, mine de rien, on est en présence de Dinosaure, qui est votre propre album, donc le premier que vous signez aux éditions La Partie. Donc là, c'est la quatrième de couverture qui s'affiche avec ce logo, et puis une sorte de générique qui indique toute la dimension graphique du livre, qui est absolument essentielle pour ce beau livre. Bah, tant pour ce logo que d'ailleurs pour le graphisme de ce livre, je l'ai fait en collaboration avec Leila Bergugno, qui est graphiste. Et donc,
notamment pour la manière dont le livre a été fait, Dinosaure. C'est aussi quelqu'un qui a un sens, voilà, de la mise en place et du jeu avec les typographies, qui a apporté beaucoup à ce livre. Alors voici une double page de ce livre donc, sur les dinosaures, qui est presque un cliché du livre pour les petits, que vous avez bien entendu travailler et revisiter selon l'expression consacrée. Quel est le déclencheur? Quelle est l'idée maîtresse de cette démarche? Alors, en fait, c'est venu, de manière assez, spontanée parce que j'ai un fils qui s'est passionné pour les dinosaures à l'âge de 3 ans. Donc ensemble, on a lu beaucoup, beaucoup de livres de dinosaures et à force d'en lire, il m'est venu l'idée que si j'étais amené à en faire un, je le ferais sans doute différemment, de la majorité des livres qu'on lisait ensemble, où il y avait toujours des partis pris esthétiques, très réalistes, avec et des manières aussi de s'adresser à un lecteur que je trouvais parfois maladroite, en tout cas pas adapté à l'âge de 3 ans. Et donc du coup, au fur et à mesure de mes lectures, j'ai eu envie de proposer ma propre version du livre de dinosaures, de reprendre comme ça une espèce de classique. Aussi, c'était pour la première fois l'idée d'essayer de faire un documentaire, ce que j'avais jamais fait, mais de le faire avec mes outils, les pochoirs et avec ma propre Et, esthétique. et des références? Oui, bien sûr, oui. Alors, ce qui m'a beaucoup influencé, d'ailleurs, j'ai même fait une citation directe dans le livre parce que j'avais vraiment envie de lui rendre hommage, c'est à des livres qui sont parus dans les années 50, dirigés par Marie Nora et le studio Isotype. C'est alors, je vais essayer d'être assez court parce que je pourrais en parler Très, tout lors du très sujet. court. Il nous reste 3 minutes. Mais en gros, c'est un studio graphique qui a été fondé dans les années 30 autour d'un homme qui s'appelle Otto Neura et qui avait une conviction et une confiance immense dans les images et dans la manière dont les images peuvent nous aider à mieux comprendre le monde. Et bon, c'est un studio qui a été fondé en Autriche, puis qui a déménagé en Hollande, puis qui a fini par s'installer en Angleterre, où c'est quelque chose qui est très connu dans les écoles de graphisme parce que c'est un peu un travail très novateur pour essayer pour visualiser des données. Et donc, ça m'a semblé. Et donc, moi, j'ai collectionné quelques livres comme ça, qui sont un peu difficiles à trouver, mais qui ont été publiés aussi en France dans les années 50. Et donc là, par exemple, cette image-là avec le spinosaure, c'est un bon exemple de comment je m'en suis inspiré, où l'idée, c'était que pour parler à un enfant du poids de quelque chose, si on dit le spinosaure, ça pèse 16 tonnes, un enfant de 3 ans, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire, 16 tonnes. Et du coup, se mettre à compter en ours blanc, bon, un ours blanc, on peut commencer déjà à se représenter qu'est-ce que c'est à l'âge de 3 ans, même si on n'en croise pas au coin de la rue tous les jours. Et donc, et puis en plus, avec je trouvais que ça répondait très bien aussi avec mon outil, le pochoir, où on peut répéter une même forme, d'avoir un ours comme unité, comme ça, qu'on va répéter plusieurs fois. Ça me paraissait la bonne manière de parler de poids. Il y a d'autres pages où on parle de taille, de masse. Voilà, en gros. Donc c'est selon les principes développés par Otto Neurath, c'est vraiment avoir finalement, parce que c'est un documentaire, donc un propos finalement savant pour des non-savants, avec des logiques graphiques, des jeux de proportions par rapport à la taille du livre, on le voit avec la dent du dinosaure. Et le fait que les noms arrivent en dernière dans les dernières gardes est intéressant, il n'était pas encore présent dans les toutes premières. On a 1 minute et pas plus et c'est terrible, pour évoquer la technique qui est bien sûr très très marquante quand on lit ce livre, qu'on lit d'ailleurs, je le signale, de manière extrêmement agréable grâce à un texte resserré, vraiment très, très simple, mais à la fois très évocateur. Donc cette technique, Bastien, c'est celle du pochoir. Je vais montrer les visuels, si vous voulez les commenter. Oui, voilà, moi, c'est une technique que j'affectionne particulièrement, que j'utilise maintenant depuis plusieurs livres, ce qui me permet à la fois de jouer avec la répétition des formes. C'est une technique très contraignante dans la manière de dessiner, mais qui, moi, m'a beaucoup libéré aussi dans le dessin.
et où finalement on ne pense pas à un dessin par les lignes, mais plutôt par des aplats de couleurs qui vont se superposer, se mélanger. Donc on voit un petit peu là à l'écran comment est-ce que ce travail peut se faire. Et voilà, je pense qu'aussi dans ce travail, un petit peu de justement de chercher à être très synthétique et d'avoir des images qui sont très parlantes et qui permettent justement d'avoir un texte qui est le plus ramassé possible. Il me semble que c'était la bonne technique aussi pour faire ce genre de, de travail. Merci beaucoup, Bastien Contraire. Dinosaure. Donc, on accueille maintenant Anne-Margot Rapstein pour un projet très, très différent en termes de style graphique, mais c'est aussi l'une des signatures de la partie que d'avoir une grande diversité graphique, esthétique, sans que ce soit du tout une question de mode, mais plutôt de nécessité qui sont dictées par les projets. Donc, bonjour Anne-Margot, je vais tout de suite afficher le visuel donc du livre que vous avez publié avec Mathias Arregui aux éditions de la partie très, très récemment. Je vais juste rappeler que vous êtes également tous les deux les auteurs de 2 livres qui ont paru chez Albin Michel Jeunesse et puis ensuite au label Trapèze, 2 albums sans texte, avant, après, dedans, dehors, donc qui étaient des jeux sur ces notions à l'échelle de la double page. Il y avait des frémissements narratifs malgré tout dans ces livres et il me semble qu'avec la perle, la narration devient première, donc une narration visuelle devient première. Comment s'est opérée cette évolution finalement peut-être? Alors, il faut remettre le micro, faut cocher, décocher la caméra, le micro. Voilà. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oh, très bien. Ok, super. Alors bonjour, puisque vous ne l'avez pas entendu plus tôt. Et alors donc vous avez présenté Sophie un peu plus tôt les 2 livres, donc Avant Après et Dedans Dehors, qui travaillaient à chaque fois sur c'était des imagiers et non pas des histoires, des scénarios, et qui travaillaient en fait avec avec 2 images qui se répondaient l'une l'autre, donc dans le temps pour Avant Après et dans l'espace pour Dedans Dehors, et qui créaient comme ça une narration qui ensemble en fait disait quelque chose de nouveau. Et donc on avait essayé comme ça plein de principes narratifs dans ces 2 livres, et on voulait réutiliser un peu ce qu'on avait pu expérimenter plus tôt dans un livre qui cette fois-ci serve une narration, une histoire. Et surtout, on ne voulait pas que... Donc on affectionne les livres à principe et les livres muets, mais on voulait que l'histoire prime et que l'histoire soit la plus importante dans la perle. Et voilà, et en fait trouver une façon d'expérimenter une nouvelle façon de raconter. Alors au début on avait envisagé de mettre du texte, et puis on s'est rendu compte que celui-ci en fait gênait la narration, ou alors ne permettait pas aux images d'être polysémiques, alors qu'en l'absence de texte en fait on pouvait voir les images, de les lire de différentes façons, les lire et les relire de différentes façons, et y trouver des choses qu'on n'avait pas vues dans un premier temps. Alors, on va regarder les toutes premières doubles pages du livre, et c'est vrai qu'il y a une évolution aussi dans le titre. Hein. Là, c'est la perle. La perle, c'est à la fois le sujet et le personnage principal de ce livre, qui, alors vous disiez, avant, après, c'est le temps, dedans, dehors, c'est l'espace. Là, c'est vraiment l'espace-temps de manière construite de manière extrêmement intéressante. Alors, je vais passer, je ne sais pas si vous avez envie de commenter d'ores et déjà les toutes premières double page. Donc première image, hein, et deuxième image en double page. Alors, quand je vous disais donc que c'était un livre à principe, c'est-à-dire qu'il y a en fait un principe de narration qui reste figé, qui est écrit. C'est comme une recette que l'on va en fait développer pendant tout le livre. Elle est très simple. Sur la page de gauche, on a à l'échelle quasiment à l'échelle 1 cette perle qui ne change jamais de taille ni de position dans la page. Elle est toujours
parfaitement centrée. Et en fait, sur la page de gauche, on la voit manipuler, on voit donc le soin qu'il lui a apporté, qui sont les personnes qui la touchent, qui la manipulent, quel est l'usage qui en est fait. Et sur la page de droite, par un effet de dézoom, on a toujours la situation dans laquelle la scène se passe. Donc on est cette fois-ci renseigné sur le moment de la journée, sur le lieu, les personnes, etc. Et donc voilà, c'était ce qui nous permettait aussi, vous le voyez déjà dans ces images, c'est aussi un principe que l'on a regardé pendant tout le livre, c'est de nous permettre aussi de ne pas avoir les personnages, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un très gros plan à gauche et sur un plan très éloigné à droite, la plupart du temps, et cela nous permet très souvent d'habilement, enfin, j'espère en tout cas, cacher le visage des personnages pour que la perle reste le personnage principal. Et elle est à la fois On voit bien hein, ici et des jeux comme ça de dissimulation. On a les deux personnages, donc le garçon qui a trouvé la perle, qui l'a assortie d'une bague, enfin, qui l'a insérée dans une bague, qui l'offre. Et là, sans doute, la main de la petite fille ou de la jeune fille qui le dépose et la pie qui vient le voler. Donc voilà aussi pourquoi ces images, alors vous les construisez vraiment ensemble. Il y a des couples d'illustrateurs qui se répartissent le travail, toi le trait, moi la couleur, etc. Vous travaillez vraiment vos images ensemble. on travaille nos images ensemble. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux styles graphiques qui sont très différents l'un de l'autre, Mathias et moi, Mathias Arregui et moi. Et en fait, dès le début, quand on a commencé à travailler ensemble, donc il y a maintenant plus de 10 ans, l'idée c'était en fait de se passer, comme un jeu de ping-pong, se passer des crayonnés pour que chacun puisse intervenir, y mettre sa patte, soit il se sente libre aussi d'effacer les traits de l'autre pour changer les siens. Alors au début, on était un peu plus frileux et on demandait vraiment la permission d'intervenir sur le dessin de l'autre, savoir dans quelle mesure on pouvait se permettre d'y mettre notre patte. Maintenant, on est beaucoup plus libre et il y a quelque chose, enfin, ça devient vraiment en fait un style graphique à part entière pour nous. C'est-à-dire que moi, quand je vais dessiner, par exemple, pour un travail à quatre mains avec Mathias, dès le départ, je sais que j'aurai un trait qui ne sera pas du tout le même que le mien habituellement. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi d'abandonner un peu toute la construction, enfin, dans la construction d'un style, il y a quelque chose qui est très égocentrique aussi, donc en fait, qui est un peu une mise en scène de soi. Et donc là, c'est quelque chose qu'on abandonne en partie dans le travail à quatre mains. Et donc, une fois que le crayonné, comme ça, que l'on a fait tous les deux, nous plaît à l'un et l'autre, l'un ancre, peu importe qui. Et souvent, c'est celui qui préfère. Enfin, souvent, c'est une question de préférence, quoi, d'envie. On négocie un peu les images que l'on. Parfois, il arrive qu'on ait tous les deux envie d'ancrer la même image, mais c'est un vrai travail de négociation, quoi. Toi, tu ancres cette super image, et puis moi, j'ancrerai une autre que j'aime bien après. Enfin, quand je dis cette super image, on s'entend hein, l'image que l'on apprécie en tout cas. Et après, le travail de couleur, par contre, lui, est beaucoup plus. C'est vraiment encore un travail de ping-pong, c'est-à-dire que ce sera très simple. La couleur est mise sur ordinateur. Et donc, on va s'envoyer les fichiers constamment. Et là, il y a beaucoup plus d'aller-retour sur le travail de couleur, par exemple, que sur le travail de dessin, finalement. Donc, on voit bien là dans les images, les doubles pages qui défilent, que vraiment le principe est tenu de la perle toujours au même endroit sur la page de gauche. Et on a des séquences, alors tout est articulé hein, de page en page, d'image en image. Là, j'ai sauté une séquence, on arrive à une autre qui est assez ébouriffante parce que ce voyage de la perle, il passe par 1001 états, par du temps et par des lieux complètement inattendus. Oui, il fallait. Quand on parle de la perle, on a des images d'Épinal en tête quand on s'apprête à le dessiner ou quand on s'apprête à lire un livre sur la perle. Et donc, il y avait l'envie déjà de répondre à cette attente, d'offrir des images où la perle est à l'endroit où on l'attend, comme sous la mer, dans un coquillage, sur une bague ou sur un bijou. Et après, il fallait en fait l'amener dans des endroits où elle était moins attendue. Et puis, on voulait aussi que le voyage de cette perle, en fait, ne soit pas qu'un voyage, un voyage plaisant. Pour nous, il fallait qu'elle passe par des étapes qui soient moins reluisantes et par des péripéties qui la mettaient un peu,
soit qui la mettait en danger ou qui la salissait, comme il y avait par exemple la page des égouts que vous avez montré un peu plus tôt. Il fallait qu'elle soit aussi en quelque sorte souillée. Et de temps en temps, donc voilà, ça nous permettait aussi de transformer cet objet en fait en fonction des usages qui sont faits de la perle. Elle est tantôt un joyau et tantôt un caillou ou un objet qui devient fonctionnel. Le petit castor qui la trouve, par exemple, on fait un bouche-trou pour son barrage, ce qui la rend juste utilitaire. Et peu importe sa forme, sa couleur, sa beauté, sa pureté. Voilà, donc on le voit et on le comprend, mais je pense qu'il faut vraiment revenir au livre, le lire très, très attentivement avec ces quelques indices, parce qu'il y a plein de niveaux de lecture, de niveaux de compréhension de ces images et beaucoup de pistes à explorer au-delà donc de cette seule narration qui est désormais sur le devant de la scène dans vos albums. Merci beaucoup, Anne-Margot, de nous avoir présenté ce livre. Alors, finalement, sans transition, puisque nous n'en avons quasiment pas le temps, j'invite Ramona, qui est donc sur la gauche de l'image, Ramona Badescu, autrice, et Lorraine Capelli, excusez-moi, j'essaye de me coordonner moi-même et de finalement afficher vos publications pour juste un petit rappel de ce que vous avez fait, de qui vous êtes. Vous avez d'ailleurs toutes les deux l'habitude de travailler en duo avec d'autres auteurs ou illustrateurs. Ramona, vous êtes l'autrice du célébrissime et adulé Pomelo, dont le dernier est Pomelo Imagine, mais vous avez aussi travaillé avec de nombreux illustrateurs, que ce soit Delphine Durand pour Gros Lapin, Fanny Dreyer pour un texte théâtral Moi Canard, ou des textes poétiques avec la petite maison d'édition marseillaise Le Port Rajeuni. Et Lorraine, on pense quand même beaucoup à Cap, qui est vraiment un très très bel album Prix Sorcière 2020, mais vous aussi, vous aviez eu des collaborations, notamment avec cette autrice remarquable qui est Coréline Lovera Vitali. On se souvient de Kid et de C'est Giorgio. Alors là, toutes les deux, vous avez vraiment travaillé ensemble, et c'est aussi ce qui signe ce travail. On n'a pas, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas un texte préexistant d'un côté, une illustratrice qui allait se débrouiller avec ce texte. Vous avez vraiment un travail commun. Est-ce que vous voulez nous parler déjà de la genèse du livre ? Oui, bien sûr. C'était un projet que j'ai commencé seule d'abord, il y a plus de 8 ans, un projet sur l'attente. J'avais très envie d'écrire sur ce moment très particulier de la vie où on est en train de se formuler quelque chose pour soi-même qui est de l'ordre de l'attente, de l'accueil pour quelqu'un d'autre dans sa vie. Et j'ai commencé à écrire une série de textes sous des formats comme ça, d'instantanés qui ressemblent à des petits poèmes où on va avoir des séquences du quotidien. Enfin voilà, j'avais très envie d'aller chercher du côté du quotidien, du non-événement. De ce qui fait que les choses de la vie se tissent d'une manière un peu savoureuse et singulière, sans grand spectaculaire. Et c'est en rencontrant Lorraine Capelli, donc plus de quelques années plus tard, enfin, ça doit faire peut-être plus de 4 ans qu'on s'est rencontrés autour de ce projet, qu'on a énormément discuté et passé de temps ensemble, et que peu à peu c'est créé la figure en fait de qui parle dans cet album, puisque au départ dans mes textes, il y avait à la fois des textes qui allaient du côté de
qui était peut-être trop ouvert en fait dans quelque chose d'une attente qui était assez large vers l'autre. Et avec Lorraine, on est parti de ce point commun qu'on a toutes les deux en fait, qui est que dans notre vie, bien avant d'attendre un enfant ou d'attendre un amoureux ou on a attendu enfant qu'un autre enfant nous rejoigne dans notre enfance et c'est une chose qui nous relie, on est toutes les deux grandes sœurs et je crois dans la discussion c'était un petit élément mais c'est devenu peu à peu notre désir commun de replonger dans ce moment de l'enfance où on se dit que notre enfance elle peut être partagée avec quelqu'un d'autre, elle peut être euh, voilà, elle peut être auprès d'un autre que nous, un autre enfant. Et c'est à partir de là que la figure de cette petite fille qui va devenir grande sœur s'est dessinée en mêlant à la fois des choses de nos souvenirs d'enfance très différentes qu'on a pu avoir l'une ou l'autre, avec des éléments récurrents autour de la maison, de ce qui compose cette maison, ce jardin, les autres enfants, l'école, les parents, les grands-parents, les amis qui passent, les dimanches au bord de la forêt. Voilà, ces petits instants qui font que la vie a une saveur particulière. C'est ça, instantané de vie, c'est-à-dire que partant d'un projet qui était encore très large, vous l'avez resserré sur cette thématique de l'attente du petit frère ou de la petite sœur par la grande sœur, et en réalité, ça devient vraiment un livre sur la vie, notamment parce que vous y avez mis une cohérence dans l'espace-temps qui permet de voir tout le quotidien de cet enfant qui se transforme. Lorraine, je le disais, vous n'avez pas simplement fait les illustrations à partir d'un texte, vous avez vraiment toutes les deux construit cet univers. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous avez travaillé et puis peut-être aussi un mot sur vos images en tant que telles qui sont très fortes parce qu'on a à la fois un travail du trait évident et un travail de la couleur qui va prendre plusieurs formes. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et en fait, c'est ce temps qui a été nécessaire pour moi pour rentrer dans le texte et construire en fait presque ce que moi j'appelle maintenant le territoire du livre. Et en fait, pour moi, les fondations de ce travail, c'est vraiment le fait d'avoir passé du temps ensemble à partager qui donne la vie de cet album et en fait qui vient enrichir vraiment la fiction. C'est ce qu'on a partagé ensemble, c'est-à-dire, j'ai donné cet exemple déjà, mais on a, je sais pas, ramassé des fruits, fait du coulis de tomates, se balader, tout ça, et en fait tous ces moments-là viennent vraiment enrichir le livre aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En 2 minutes, pas une de plus. Oui, alors en fait, donc on a construit en fait tous ces éléments qu'on avait envie de mettre dans le livre. Et pour ça, moi, ce qui m'aide, c'est de faire une sorte de carte presque géographique, quoi. Donc avec la maison présente, le jardin, la balançoire, tous ces éléments, la table sur laquelle elle souffle ses bougies, enfin, bon, tout est là en fait, et ça change évidemment que les saisons sont présentes dans le livre, mais il y a ce territoire qui est là, et quand moi je me suis mise à faire les images, on avait assez d'éléments pour savoir où moi je pouvais venir placer ma caméra et faire mon image en fait. Voilà. Rapido aussi, je peux parler de la manière dont j'ai fait les images. En fait, donc j'ai pas d'habitude de technique. Chaque technique en fait découle du texte et de ce qu'on a envie de raconter. Et là, comme il s'agissait de l'attente, Ramona parlait souvent à la fois de flou et de projection. Et moi, en fait, je l'ai retranscrit en fait avec du pastel en ajoutant vraiment du flou. Peut-être qu'on peut le voir sur d'autres images, voilà. Et puis en arrivant avec le stylo à rajouter des choses bien plus précises qu'on avait envie de... Ouais, on met la focale sur
sur certaines choses, puis le reste, en fait, c'est aussi permettre au lecteur de projeter à sa manière ce qui se passe en fait. Ce que je peux aussi rajouter d'autre, c'est que le noir du crayon est fait sur une feuille et la couleur de l'autre. C'est pour des raisons de technique de rendu du trait du noir, pour que le noir soit pas enquadré, mais je vais pas du tout rentrer dans les détails. Ce qui, ce qui est compliqué avec ça, et en même temps qui est l'atout de cette manière de faire, c'est que je vois pas vraiment comment ça va se passer avant de réunir le trait et la couleur sur l'ordi. Et donc, ce qui se passe, c'est que mon dessin au noir sur l'ordi, je peux le balader dans la couleur afin qu'il trouve sa place. Donc, il y a pas mal de possibles et de liberté. Et donc, il n'y a pas une notion de... Enfin, rien n'est colorié, rien n'est... Enfin, tout peut être explosif d'un coup et vivant, en fait. Voilà. Comme dans cette image d'anniversaire qui est aussi une image d'attente et ensuite de pur mouvement et, Ouais. et de pure fête. Merci pour ce concentré de genèse de ce livre qui vraiment est nourri par la vie, mais il nous nourrit aussi dans notre vie parce qu'il met en scène. Merci infiniment à toutes les deux. Et on va se diriger vers un autre livre avec Beatrice Alemagna, un autre livre qui, je crois, a demandé un petit peu de temps aussi, qui est aussi une histoire de temps. Bonjour. Bonjour. Alors, Beatrice, je vais remettre juste vous présenter très très rapidement parce qu'a priori, je pense que beaucoup qui nous regardent aujourd'hui vous connaissent votre travail. Rappelez bien entendu l'incontournable Lyon à Paris qui date de 2006 et qui a vu une très belle réédition à l'occasion de ses 15 ans et qui avait eu une mention à la foire de Bologne. Et puis deux livres qui ont marqué une nouvelle orientation de votre travail et qui est aussi le travail que vous avez mené avec Béatrice Vincent. Donc ce sont des livres un petit peu repères peut-être pour vous, ou charnières. Oui, absolument. C'est vrai que vous montrez 3 livres très importants pour moi. On m'entend bien, Sophie? Parfaitement. Et c'est marrant que vous montriez tout de suite le Lion à Paris parce que quand je pense aujourd'hui à Adieu Blanche-Neige, c'est peut-être pas si évident que ça, mais il y a quelque chose qui rejoint à moi, à l'intérieur de moi, le Lion à Paris, puisque le Lion à Paris également est un de ces projets qui ne devait pas forcément voir le jour et qui était pour moi quelque chose de très personnel. Alors moi, je dis souvent que j'ai fait des projets secrets, c'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait faire un peu une entorse à mon travail, surtout quand il s'agit de commandes ou de plein de choses, de la routine en fait du travail qu'on peut devoir à envisager quand on fait ce métier. Et du coup, j'aime beaucoup me mettre dans des choses très personnelles et qui ne vont pas forcément devenir des projets éditoriaux ou simplement concrets, en fait. C'est juste des exercices. Moi, j'affectionne beaucoup les découvertes et les expériences artistiques nouvelles. Alors, autant le Lion était pour moi une envie de crier à Paris mon amour et aussi d'expérimenter, de faire cette chose qui a été pour moi totalement nouvelle et qui a peut-être aussi fait la fortune la chance de ces livres, c'est-à-dire une expérience un peu bizarre entre le dessin et le collage. Et autant, voilà, dans Adieu Blanche-Neige, je me suis un peu donné, disons, à quelque chose de beaucoup plus pictural. Je me suis donné ce droit de peinture qui, pour moi, était un peu une exigence profonde et nécessaire et ancienne, en fait, depuis longtemps.
Et voilà, je me suis donné ce droit en me raccrochant à quelque chose qui était pour moi un peu un fondamental, c'est-à-dire l'idée d'une fable classique. Et qu'est-ce qui était pour moi dans la tête une fable classique, quelle idée je pouvais me faire d'une fable classique, c'est-à-dire cette idée en fait de cette dualité qui est tellement typique des contes traditionnels, qui est le fait d'être un peu imbibé de tragique et de merveilleux à la fois. Et ce tragique et ce merveilleux ont été pour moi voilà, les lignes qui m'ont conduite un peu à trouver les images de ces peintures, je les appelle comme ça sans aucune prétention, mais de par juste leur technique, qui est de l'huile, c'est des grands formats sur papier, donc vraiment faites, encore une fois, sans aucune idée au préalable de ce que ça donnerait, de ce que ça deviendrait. Pendant 3 ans, en fait, j'ai peint ces images en partant de Blanche-Neige, d'un Blanche-Neige qui était le vrai Blanche-Neige, le Blanche-Neige classique écrit par les frères Grimm en 1812, donc sans mièvrerie, sans baiser princier, sans pétinins mignons qui font des blagounettes, sans du tout une Blanche-Neige naïve et gentillette, mais au contraire, un personnage qui se fait certes malmené par cette reine, cette marraine, mais aussi un personnage qui décide finalement de se venger vraiment. Et quand je me suis trouvée face à face avec ce texte, ça a été pour moi une espèce de révélation, parce que tout c'est tragique et c'est merveilleux était là, et c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a fait me sentir en droit de peindre. Et voilà, donc j'ai commencé à faire toutes ces espèces de peintures qui ne devait être rien d'autre que ça, un exercice pour moi de découverte, une espèce de voyage ailleurs. Tout à l'heure, Lorraine Capelli parlait de territoire du livre. Ça m'a beaucoup plu ce mot, parce que, comme disait Lorraine, le livre a un territoire. Et ce territoire-là que j'ai découvert avec Blanche-Neige, moi, je ne l'avais pas encore parcouru. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour moi un livre un peu qui marque une étape dans ma création, mais qui est aussi un livre très utopique, parce qu'il n'a pas eu de public dès le début. Et aujourd'hui, je suis à me demander qui est le public de ces livres-là. Est-ce que les enfants et les adultes peuvent finalement pouvoir profiter d'une histoire qui fait peur, mais qui fait aussi rêver, qui mène un peu loin, je trouve, et donc la savourer avec un petit délice, le délice qui est celui de la peur et de l'inquiétude que ça évoque en fait ce livre pour moi aujourd'hui. Oui, parce que c'est une vision, c'est aussi une vision de l'enfance dont vous faites le choix, que vous donnez d'ailleurs dans le prologue, en disant raconter le brutal, le sombre, l'animal, comme on pourrait raconter l'enfance tout entière. Oui, Donc c'est oui, le choix c'est vrai. d'orienter l'enfance dans ce territoire qui est inhabituel, et pourtant… Oui, parce que Sophie, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait ça. L'enfance est elle-même terrorisante, elle est empreinte de peur, elle est totalement emplie de peur, de questionnements, de troubles en fait, de tout ce qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore saisi, qu'on doit découvrir, qu'on voit se déployer devant nos yeux et qu'on ne comprend pas forcément. Donc oui, je trouve que ça, c'était effectivement une des clés aussi pour mon travail. Et alors, vous parliez de territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le territoire même du livre. Alors, malheureusement, on ne le voit pas vraiment, mais enfin, il y a vraiment à la fois un format, enfin, il y a toute une fabrication, forcément, Oui. j'en parlais tout à l'heure, qui est essentielle. Et aussi, ce qui est très nouveau pour vous, c'est que finalement, il y a ce texte, hein, dont je précise que vous l'avez écrit, hein, et c'est une narration à la première personne par la voix de la reine. Et en fait, chaque petit chapitre du conte donne place à 4 doubles pages, 4 peintures, donc, hein, comme vous le disiez, des peintures brutes. Et ça aussi, c'est une organisation qu'on ne vous connaissait pas.
En effet, j'ai voulu laisser la place aux images toutes seules, faire une espèce, jouer un peu comme sur des ouvertures de théâtre et à la fois aussi laisser le texte parler tout seul, ne pas mélanger les deux choses que j'adore en général dans mes livres justement pour les enfants. Là, j'ai voulu presque créer un jeu de voilà théâtral et aussi un jeu de, on pourrait même dire qu'on peut y trouver une forme de jeu de mémoire, c'est-à-dire qu'ayant lu le texte et plongeant ensuite dans les images, on peut essayer de se remémorer le texte, mais sans forcément être obligé voilà, d'y penser. En fait, le texte, il peut être rappelé comme une espèce de voix qui reste à l'intérieur. Et nous, entre-temps, pour moi, dans mon idéal, on peut se laisser porter par ces images. Ces images. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces belles présentations. Vous étiez nombreuses à vous exprimer. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis vous remercie de votre vidéoconférence très intéressante et